Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie et aujourd'hui je suis accompagné de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes très heureux de recevoir Pip Chodorov. Bonjour Pip. Merci. Vous êtes un grand défenseur des films expérimentaux ou de recherche artistique et cinématographique. D'abord avec votre société d'édition de films Revoir, qui propose de découvrir en support vidéo les œuvres de grands cinéastes comme Jonas Mekas, Hans Richter, Marcel Hanoun, Maya Deren ou encore Jacques Perconte. Ensuite, parce que vous avez réalisé plusieurs documentaires en donnant la parole à ces cinéastes, à l'image de votre film Free Radicals, une histoire du cinéma expérimental sorti en 2010. Enfin, par votre engagement dans des associations de cinéastes comme L'Abominable, l'Etna, Lightcon ou encore le collectif Jeune Cinéma, avec lesquels vous avez réalisé des films. Alors tout d'abord, quel serait, selon vous, le nom, le mot approprié pour décrire ce que vous faites et ce que vous êtes ? On m'avait défini une fois comme passeur d'images. Parce qu'au départ, comme je suis venu de New York à Paris, et comme j'allais souvent à New York, j'ai fait des projections, des programmations de films français à New York et de films américains à Paris, souvent au départ. Et du coup, l'idée, c'est de partager les films que je trouve importants, que j'aime, et de les montrer. À la base, je suis cinéaste, donc au départ, je fais des films, mais après, je prends en charge un petit peu les visions des films. Un peu à l'image de Jonas Mekas, qui avait fait les deux. Donc vous êtes à la fois cinéaste et passeur. Voilà, je fais des films et je montre des films des autres. Et d'autres personnes montrent mes films. C'est ça l'idée. Et donc quelle serait votre définition de passeur ? De partager, de quelqu'un qui passe des choses aux autres. Enfin, c'est pas moi qui a dit passeur. Quelqu'un m'avait une fois traité de passeur, passeur d'image, et je n'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et enfin, après, j'ai un peu compris que c'était un compliment, mais c'était plutôt c'était pour dire quelqu'un qui, des films qu'il aime, il les montre aux autres. Les choses, de passer l'eau ou de passer... Je ne sais pas si c'est une expression française connue ou pas. Passeur d'image, ça me semble pas mal. Ou de se passer des choses, mais plutôt quand tu passes un film, c'est que tu regardes le film ou tu projettes le film. Mais je crois que c'était plutôt l'idée de faire un pont entre des différentes communautés. Ceux qui connaissent des films ici, mais pas là-bas, montrer là-bas, et après faire venir des films là-bas, ici, etc. Les éditions Revoir viennent de sortir un DVD et un Blu-ray consacrés à des œuvres du cinéaste Jacques Perconte. C'est un cinéaste jeune et encore en activité. Pourquoi avez-vous décidé d'éditer ces films et pourquoi maintenant ? Alors, en fait, c'est un peu une exception. Je ne sais pas si vous avez étudié bien le catalogue des films que nous avons édités depuis le début, mais c'est la première fois qu'on édite des films numériques. C'est-à-dire que ce n'est pas des films, en fait. C'est des vidéos. Il y a d'autres éditeurs qui font leurs vidéos. Nous, on fait que du cinéma argentique, cinéma expérimental, Super 8, 16, 35. Mais Jacques, en fait, je trouve que ses œuvres rentrent bien dans la catégorie du cinéma expérimental, même si ce n'est pas des films. Ensuite, lui, c'est un grand fan de Revoir. Il m'a toujours dit qu'il a collectionné des VHS, qui serait très intéressé de faire partie. Et je ne voyais pas du tout de problème en proposant à Jacques de faire un DVD dans le cadre de Revoir, même si un autre éditeur comme Low Wave, si ça existait toujours, pourrait faire des œuvres numériques, une édition d'œuvres numériques. Donc, avec Jacques, ce qui est intéressant, c'est qu'il voulait sortir plusieurs types de films, des films qu'il avait faits dans le passé, peut-être avant l'an 2000, qui étaient faits en SD, en qualité standard, 720, etc. En DVD, or des nouveaux films en HD 2K, 4K, en Blu-ray. C'était son choix, et je trouvais ça intéressant de respecter la résolution pour l'édition. Parce que souvent, quand on numérise les films, on numérise dans la meilleure qualité possible, parce que la pellicule va toujours au-delà de ce qui est possible en numérique.
Or, Jacques, il avait des contraintes numériques. Il travaille avec des contraintes numériques, des pixels. Donc, c'était intéressant son approche. Nicole Brenez, qu'on avait également reçu dans Négatif, disait quelque chose que je trouve très drôle par rapport à ce que vous venez de dire sur Par contre. Elle disait qu'il faisait du numérique avec les imperfections de l'argentique, justement, dans ses créations. Et du coup, je trouve ça très drôle que du coup, il fasse partie du catalogue Revoir. Oui. Mais les films de Jacques Perconte, ces films, ils sont aussi diffusés sur son site internet. Oui, pas toujours en entier, pas tous les films. Qu'est-ce qu'apporte du coup Revoir, par exemple, par rapport au travail que Jacques Perconte fait déjà de diffusion, qui laisse quand même beaucoup de ses films à la vue, et surtout il détaille déjà lui-même sur son site internet, jusqu'à la résolution, jusqu'à son mode opératoire. En fait, Jacques fait un très bon travail d'autopromotion et diffusion, et il est assez connu, et il fait des projections un peu dans les festivals, un peu partout. Et il fait ça, comment ça s'appelle? Son plateforme, son site web, c'est son propre vitrine. Il s'occupe de ses films. Donc, il y a beaucoup de cinéastes qui ne savent pas faire. Jacques, il s'occupe très bien de ses films. Le fait d'éditer ses films, ça ne change rien par rapport à son travail. Ça ajoute, en fait, notre réseau. Il a son réseau. Nous, on a notre réseau. J'ai connu les films de Jacques quand j'étais dans le jury du Festival de Pantin, côté court, et il avait proposé Wishet. Et j'étais dans le jury, on a vu ça avec tous les autres films. On a sélectionné son film pour le Grand Prix. Et je me souviens, à l'époque, il fallait qu'il se déplace avec un disque dur parce que les supports de l'époque n'étaient pas suffisants pour lui. Et je trouvais ça intéressant aussi. Et ça fait longtemps d'ailleurs. Donc voilà, quand j'ai connu Jacques, il n'était pas connu. Il commençait à être connu un petit peu, mais juste par-ci, par-là. Maintenant, il a fait son travail, il voyage beaucoup, il a des commandes, il fait des opéras, enfin, c'est autre chose. J'ai attendu longtemps parce que Revoir, en fait, le nom de Revoir, avec les 2 points, ça veut dire de voir à nouveau, de revoir. Donc, il faut voir les films déjà en salle, en argentique, et après, on peut les voir à la maison. Et c'est pour cette raison que je laisse du temps passer avant la création et l'édition. Et donc, si je n'avais pas proposé à Jacques quand je l'ai connu, j'ai proposé, je ne sais pas, 20 ans plus tard. Parce que c'était important de laisser passer du temps. Que les films soient vus par le public, son public, et après, notre public peut avoir un regard. À partir du moment où vous avez eu l'idée de lui proposer d'éditer ses films, quel a été le processus d'édition ? C'était assez rapide, sauf que nous avons un retard. Donc, quand on décide de faire quelque chose, on a déjà un tas de choses déjà en route et à faire parce qu'on a des deadlines, etc. Donc, on a dit, dès l'année prochaine, on s'y met. Et on avait fait un contrat, une demande de subvention, et on a fait dans la foulée, comme d'habitude, le travail. Pratiquement, les étapes, d'une part, récupérer ces films dans les bons formats, fichiers, résolutions. Ensuite, travailler avec lui sur la création du packaging, donc de la jaquette. En ce cas, c'est un digipack. D'un livret avec des photos, un texte. Qu'est-ce que c'est que le texte? Est-ce que c'est un texte de lui, d'autres personnes, un entretien? Petit à petit, on a creusé, cherché, trouvé la forme que ça allait prendre. Ensuite, il avait envie qu'on fasse un bonus, un entretien filmé avec lui, que je ferai moi, parce qu'il avait vu ce que j'avais fait sur Patrick Bokanowski notamment, sur d'autres aussi. Il avait demandé exprès qu'on fasse un bonus comme ça, donc j'ai filmé Jack. Je suis rentré en France juste pour l'été, donc je l'ai filmé le lendemain de mon arrivée. Et j'ai fait le montage la veille de mon retour, 2 mois plus tard, avec mixage son, etc., étalonnage, c'est tout un travail de production de court-métrage. Et ça fait un portrait de 20 minutes de Jacques qui s'appelle Décomposition. Décomposition. Après, quoi, c'est tout ce qui est technique, c'est le menu, l'autouring. En fait, il y a des allers-retours avec Jacques, c'est-à-dire qu'il regarde le travail et dit c'est bien fait. Parce que Jacques connaît très très bien, c'est évident, il connaît l'encodage. Donc quand nous, on va faire l'encodage MPEG-2 pour le DVD, il va revenir, il va dire ah c'est très bien fait, ou peut-être cette partie-là, il y a une autre stratégie avec... voilà. C'est difficile parce que justement, les imperfections, les codecs sont pas faits pour. Donc quand on compresse des films, souvent dans le cinéma expérimental, mais carrément chez Jacques, c'est
ces artefacts qu'ils cherchent ne sont pas encodables comme ils voulaient. Mais à force de travailler avec lui, c'est souvent lui qui a fait l'encodage. Et avec ma collègue Diana, qui fait le travail de préparer les DVD, on finit par avoir un master correct. Et après, on envoie ça au laboratoire qui fait le pressage, l'impression, réplication. Après, on travaille marketing, promotion, sortie. Et donc Jacques Perconte, il intervient dans la conception même du DVD. Est-ce qu'il intervient également dans les livrets qui peuvent accompagner Oui. l'édition? C'est ce que j'avais dit. On avait parlé avec lui, qu'est-ce qu'il serait bien de mettre. Il avait parlé de quelqu'un qui avait fait un texte sur lui, avec Bidan Jacobs ou avec Vincent Deville. Et finalement, on a travaillé avec ces deux personnes et on a fini par avoir plusieurs textes en livret. Et de manière plus générale, comment ça fonctionne la société Revoir, de manière un peu concrète? Concrètement, Au quotidien? Au quotidien, il y a une personne qui s'occupe plutôt des ventes, tout ce qui est distribution. Mais ça va assez large parce que c'est le site web, c'est mettre les œuvres en vente, c'est répondre à la demande, tous les emails, tous les coups de fil, les gens qui passent dans la boutique. Et puis, c'est pas uniquement nos DVD parce qu'on vend aussi d'autres DVD, d'autres éditeurs. Et comme on a une boutique, on a commencé à vendre des caméras Super 8 que notre ami Christophe Goulard répare. Donc, on prend les caméras et on les met en vente. Les gens passent les acheter parce qu'on a une boutique sur roue, pignon sur roue. Et donc, lui, il est content. Les gens, de plus en plus souvent, les gens passent pour ça. Donc, ça prend beaucoup de temps. On vend aussi la pellicule Super 8 parce qu'au départ, c'était un service rendu par Kodak de faire une remise aux membres des associations comme l'Abominable, comme l'Etna. Et quand le comptoir Kodak a disparu, il n'y avait plus de possibilité d'acheter les pellicules avec la remise. Donc moi, en tant que société, je pouvais les acheter et les revendre avec la remise. Et donc, on avait les pellicules dans la boutique. Et de plus en plus, les gens passaient en disant « Ah, on a entendu dire que... » On est la seule boutique à Paris avec la pellicule Super 8, donc les gens passent 4 fois par jour. Et c'est encore beaucoup de temps. Donc, Jim Stickle qui s'occupe chez nous de la distribution, s'occupe de tout ce qui est vente dans la boutique, vente en ligne, Amazon, les envois, FedEx, La Poste, etc., Colissimo, Chronopost qui est très compliqué, enfin, tous les problèmes physiques de la distribution. Il y a un autre collègue, Diana Vidrashku, qui fait la production. Donc, tout ce qui est encodage, authoring, navigation, menu, mise en page, graphisme, le choix de la couverture, les couleurs, les textes, les polices, tous les détails, avec l'aide des cinéastes ou des ayants droit pour dire oui, non, peut-être comme ça, donner des choix, les gens reviennent dessus, etc. Petit à petit, on met en forme le projet, les sous-titrages avec l'aide des amis français, avec des amis anglais, avec les corrections. Moi, je reviens dessus. À chaque fois, elle m'envoie le projet avant pressage. Et à chaque fois, il y a des choses à changer qu'on n'a pas vu, des pépins dans le livret, des problèmes dans le sous-titre. Donc voilà, c'est très long, la préparation physique. Ensuite, elle s'occupe de la VOD, c'est-à-dire qu'on a une plateforme pour voir les films en ligne. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est fichier. Donc, parfois, de plus en plus souvent, on passe par nous pour avoir des formats de projection numérique, des films qui existent en 35 ou en 16, quand le lieu ne peut pas projeter en argentique. Donc, toujours, on dit, c'est pas le format qu'il faut, c'est le format d'origine qu'il faut projeter. On va au musée, on va voir les tableaux, pas les photocopies. Donc, on vous conseille d'aller au collectif, à l'Icône, etc. Il y a beaucoup de coopératives. Les films sont faciles. Les projecteurs, on les a, on vous les prête. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais souvent, ça revient au même. Les gens disent, on ne peut pas faire autrement. Donc, à condition qu'ils préparent les spectateurs en disant que c'est une copie numérique qu'ils vont voir, on prête, on loue le fichier. Donc, Diana s'occupe. C'est à chaque fois compliqué parce qu'à chaque fois, il faut un autre fichier différent, un fichier du format différent, ProRes ou d'une certaine résolution, avec ou sans sous-titres, dans l'image ou à part, ou à 24, à 25, à 29,97. Enfin, tous les trucs techniques, elle s'occupe. Et vous, quel est votre rôle dans cette société? Moi, je fais rien. Je fais la compta, je fais les contrats, je fais la banque, je fais tout ce qui est un peu chiant. Moi, les collègues sont très importants parce que je ne vis pas à Paris tout le temps et je suis vraiment même à Paris. Aujourd'hui, je suis à Paris, mais je suis arrivé hier et je pars demain. Donc, j'ai besoin de collègues fiables et permanents et passionnés et engagés. Et
J'avais des collègues qui restaient 2 ans, 4 ans, 6 ans. Là, les collègues actuels sont avec moi depuis 7 ans. Et donc, c'est important qu'ils font des choses qu'ils aiment. Donc, tout ce qu'ils trouvent un peu chiant, j'essaie de faire moi. C'est un peu compliqué parce que moi, j'ai d'autres boulots, beaucoup de choses. Je porte beaucoup de casquettes. Du coup, mon rôle chez Revoir, c'est de faire tout ce qu'il faut faire que les autres ne font pas. Donc, j'essaie de dire à Jim, tu fais tout ce qui est vente, distribution, le catalogue. C'est assez clair. Quand on reçoit un mail ou quelque chose, on sait qui va répondre. Donc, si quelqu'un demande les droits télé d'un film et Jim et Diana ne savent pas si on a les droits ou pas, c'est moi qui réponds à tout ce qui est un peu juridique, à grand niveau. Responsabilité revient toujours sur moi, gérant et fondateur. Puis si on a besoin d'un fichier XYZ ou on a besoin de 30 DVD, c'est Jim, c'est Diana. On a des stagiaires aussi. Et comment sont décidés quel film sera édité ou pas? Les choix de distribution, les choix d'édition viennent plutôt de moi, mais toujours en collaboration avec les collègues. Et parfois, c'est les cinéastes qui proposent. Parfois, c'est des inconnus qui proposent. Mais je tiens peu en compte ces propositions qui viennent de l'extérieur parce que j'ai une liste de films qui sont pour moi incontournables et importants et qu'il faut être vus. Et parfois, sur cette liste, il y a des films qu'on ne peut pas avoir les droits, soit parce que le cinéaste est contre le numérique, comme Peter Kubelka, soit parce que le cinéaste se méfie des distributeurs, comme Ernie Gare, comme Le Veuve de Hollis Frampton. Parfois, parce que rien n'est dans l'état et c'est trop cher de tout numériser. Enfin bref, ça dépend. Parfois, c'est déjà fait. Par exemple, les films de Guy Debord, déjà fait. Parfois, les endroits ne sont pas connus. Comme par exemple, le film de Jean Genet, Un chien d'amour, c'était une boîte Mercure, le glue est disparu. Enfin, il y a des problèmes pour avoir des films qu'on aime, qu'on veut distribuer. Et ensuite, il y a des films pour lesquels il n'y a pas de problème. Il faut juste négocier avec le cinéaste, parfois ravi, parfois il faut convaincre. Parfois, c'est complètement mutuel. On vient l'un vers l'autre. Le premier, en 1994, c'était Maya Deren. Je travaillais à l'époque à l'Icon. C'était en 93, 12, 13. Le VHS a commencé à être courant. Et on demandait à chaque cinéaste de mettre des VHS chez l'Icon, rien que pour les visionnements. Programmateurs de festival viennent chez nous. Il faut mettre le film 16 sur le projecteur et projeter les films avant qu'ils louent le film, pour connaître le film. Vous connaissez pas ça parce que vous avez YouTube, mais il y avait l'époque où il fallait aller à la source pour voir les films. Du coup, on a dit, les films s'usent, ça serait bien d'avoir des VHS. Les VHS, maintenant, c'est facile. Certains cinéastes étaient contre, certains pour. Et quand j'avais appelé la veuve du mari de Maya Deren, donc Cheryl Ito, et j'ai demandé des VHS, des films de Maya Deren, sa réponse, c'était « Ah oui, ça serait bien d'éditer les films, parce que c'était déjà fait à New York. » Et là, j'ai dit clink dans ma tête, je me suis dit « C'est le truc à faire, ça va venir de toute façon en France, c'est au cinéaste de le faire, sinon ça va être une boîte qu'on ne connaît pas, qui va mal faire. Donc, faisons un annexe à l'Icon, faisons une boîte à part pour faire les éditions. » Et j'ai fondé avec Yann Beauvais et d'autres personnes. Yann Beauvais, c'est le fondateur de l'Icon. Et il a collaboré avec moi. On a fait une autre boîte qui s'appelle l'Icon Video, qui est devenue après Revoir. Et Maya Deren, c'était le premier. Donc, tout ça pour dire, parfois, c'est le cinéaste qui vient vers nous. Et ça tombe bien parce qu'on voulait bien. Parfois, j'ose même pas demander. Et finalement, ça devient faisable. Donc voilà, en fait, dans l'horizon, dans le paysage du cinéma expérimental, il y a des incontournables et il faut les éditer. Parfois, quelqu'un propose un truc, je dis, ça tombe, pourquoi pas, mais c'est rare. Est-ce que vous posez aussi des questions par rapport à la restauration? Alors, la restauration, pour moi, ça peut défigurer un peu les films dans l'état, ou bien ça peut être bien fait, mais c'est pas une condition. C'est pas une précondition. Si c'est possible de le faire, pourquoi pas? Mais on ne cherche pas à chaque fois. Il y a des cas de figure. Les films de Patrick Pokonowski, nous avons édité en VHS. On a réédité en VHS. Après, on allait faire un DVD, sauf qu'on n'avait pas passé encore au DVD, c'était avant.
Et ça traînait parce qu'on n'avait pas de financement pour le faire. Et le DVD n'était pas à point pour nous. Les algorithmes au départ étaient mauvais. Et il fallait attendre longtemps. Et Patrick Boganowski était un peu frustré par l'attente. Donc, il a édité ses films avec un autre éditeur. Et des années plus tard, il est revenu vers nous. On avait fait une proposition. Et maintenant, il y a 2 ans, on a sorti les films à nouveau, en DVD et en Blu-ray. Et il est ravi, et nous aussi. Et c'était à l'occasion de la restauration par le CNC. Lightcone avait postulé pour une aide. Ils ont réussi à le faire. C'était très long, très cher, mais le CNC a payé la plupart. Et Claire a fait des copies 4K de tous les films. Donc, grâce à ça, on a fait les éditions avec les restaurations. Un autre cas de figure, c'est Adolfo Arrieta, le cinéaste espagnol, parce que lui, c'était l'opposé. Il nous a envoyé des cassettes mini-DV en disant « C'est super, c'est exactement ça, le master, vous prenez ça. » Or, il y a des drops, la qualité était mauvaise, et j'avais vu que les négatifs étaient chez Claire. Alors, j'ai demandé les négatifs, avec son accord, j'ai eu les négatifs, et puis j'ai demandé à Arrieta, on va scanner les négatifs et on va faire un étalonnage conforme à l'original, on va avoir quelque chose de super. Parce que lui, il n'avait pas de copie numérique, il avait juste une copie qui sortait de la télévision italienne d'il y a longtemps, un BTSP, je crois, et qui avait remanié dans l'ordinateur parce qu'il a en plus changé son montage. Contre notre volonté, j'ai dit, écoute, Adolfo, un film de 72, c'est un film de 72, c'est pas un film de 2006. Il dit, non, c'est mieux maintenant. J'ai coupé plein de choses, c'est très bien. Je préfère maintenant, il faut montrer ça. Et j'étais un peu contre parce que quand même, film historique. Donc, tout ça pour dire qu'il avait fait lui-même sa restauration, mais la qualité était vraiment pas bonne. Et donc, j'ai, un peu derrière son dos, j'ai numérisé les 16 mm et j'ai refait le montage selon ce qu'il avait fait pour que la qualité soit acceptable. Et une fois, j'ai même envoyé un JPEG avec la bonne version et sa version mauvaise. Et il a dit non, le mien est très bien. Donc, je ne sais pas si c'est ses yeux ou son écran, je ne sais pas ce qu'il a à la maison, mais on a fait contre lui, enfin, malgré lui, une bonne version. Donc vous avez commencé avec des cassettes VHS, ensuite il y a eu les DVD. Aujourd'hui, vous diffusez en Blu-ray et en vidéo à la demande, donc en fichier numérique disponible sur un navigateur. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'édition physique, d'une part, et d'autre part, celle qui est en ligne? Le VHS a disparu assez rapidement. Et je pense que c'est dommage parce que le VHS, c'est pas génial en fait. C'est pas un très bon support, un très bon support. Mais ce n'est pas compressé de la même façon que le DVD. Et la raison principale pour ça, c'est que quand on fait un master analogique, en bêta-SP par exemple, ou numérique, en digibeta, ou HTCAM, ou HTCAM-SR, selon la qualité, ce qui ne change pas, c'est que en fait, chaque image est équivalent en pleine peau sur la bande. Il y a 24, 25 images par seconde sur la bande. Or, le DVD, c'est un algorithme qui ne prend pas toutes les images, mais certaines images clés. C'est des images I. Et avant et après, les images B, les images P, c'est des images qui sont calculées. Et c'est des interpolations entre les images. Donc, par exemple, disons, par seconde, on peut avoir 4 images. Donc, une image, toutes les 6 images. Et les autres images sont des images calculées, interprétées. Ça veut dire un GOP, ça s'appelle GOP, Group of Pictures. Tout ça pour dire que sur le DVD, il n'y a pas toutes les images du film. Il y a certaines images du film. Et alors qu'en VHS, il y a toutes les images du film. Peut-être que ce n'est pas très important pour les films de Truffaut, Hitchcock ou d'autres, mais pour les films de Brakhage, où chaque image est différente, peint à la main, etc., il faut avoir toutes les images. Et en DVD, ce n'était pas possible. En VHS, c'était possible. Donc, on a comparé le VHS de Brakhage avec le DVD que Criterion avait fait. Et le VHS était plus fidèle à l'original. Il y avait plus de détails, plus de couleurs. Si on fait arrêt sur image, on voit plus, carrément. Mais en fait, Criterion et tous les partenaires de l'économie DVD disaient que non, le DVD est bien supérieur, le numérique est bien mieux, on voit beaucoup plus. Ça, moi, je ne pouvais rien dire. Il faut voir à l'écran ce que ça donne pour voir. Mais toute la média était pour le DVD, pour pousser le DVD à fond et pour éradiquer le VHS. Est-ce que le DVD va disparaître? Je crois que ça va diminuer parce que les ordinateurs, d'abord, les ordinateurs n'ont plus le lecteur optique. Et ça, je trouve dommage.
Donc le CD, le DVD, les jeunes, ils n'ont plus envie de les avoir. Les fichiers me donnent le problème à moi de piratage, de copyright, parce que on partage en fait un master. On donne le master au client. Or, un VHS ou un DVD, c'est pas le master. C'est compressé ou c'est dégradé par rapport à l'original. Et c'est normal, c'est une reproduction. C'est une reproduction. C'est comme une affiche d'un tableau, une photocopie ou un mug avec le Joconde. c'est censé être une reproduction et c'est pas censé être aussi bien que le master. Moi, je pense que un livre d'art comme fait Rizzoli, un très bon livre de tableau, une très bonne reproduction, les gens sont très contents. C'est pas la peine d'avoir les vraies toiles. Hein. Et quand on sort un Blu-ray ou un fichier HD, voilà, c'est comme le master qu'on fait nous pour le travail de numérisation qui va devenir les artefacts. Mais en même temps, le fichier numérique ou le Blu-ray, il va être très fidèle. Du coup, on sera plus proche de l'œuvre originale et c'est peut-être mieux en tant que spectateur. Et en même temps, vous pouvez être piraté ou ça peut être diffusé par d'autres moyens. Sur des sites de torrent, on retrouve notamment toutes les éditions Criterion qui sont disponibles, par exemple. Donc à la fois, ça permet une démocratisation aussi par ce moyen-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet du piratage? Je pense qu'il faut une évolution dans l'égalité du copyright. Je pense qu'il faut que ça évolue parce que le copyright est basé sur 4 critères qui viennent en fait chacun d'une philosophie différente. Si c'est de Kant ou de Hegel, c'est un peu compliqué à rentrer dans le sujet, mais le copyright, d'abord, c'est l'idée de la personnalité, la personne qui fait une œuvre est attachée à son œuvre, ça fait partie de lui. Une autre philosophie, c'est la justesse. C'est-à-dire que quelqu'un travaille, c'est juste qu'il soit payé pour son travail. Une troisième façon, c'est l'idée de bien-être de l'État. Par exemple, une phare va protéger les bateaux, mais personne ne va payer pour le phare. C'est l'État qui paye le phare et ça aide les bateaux. Et ce n'est pas pour un seul bateau. Ce n'est pas un bateau qui a besoin de phare, c'est tous les bateaux. Donc ça aide tout le monde. Donc il faut, de la même façon, il faut que les choses comme la poésie, les choses qui ne sont pas rentables, soient protégées et soient encouragées par l'État. Du coup, il y a la protection du copyright. Donc ça, c'est 3 théories du copyright. Il y a un 4e qui s'appelle la théorie de la culture. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que la culture est bien pour l'humanité. C'est bien pour l'éducation, c'est bien pour la communication, c'est bien pour les communautés. Mais ce n'est pas en soi un bien. Donc, du coup, est-ce que l'État doit protéger les gens et faire ce qui est bon pour les gens, même si les gens ne sont pas pour? Est-ce qu'il faut que les motards portent les casques s'ils n'ont pas envie? Oui, ça les protège. Mais c'est une loi. Si quelqu'un veut faire du moteur sans, voilà, c'est à lui de décider. Mais l'État décide. Et les gens sont contre l'État qui décide. Aux États-Unis, c'est le fameux problème entre les démocrates et les républicains. Les républicains ne veulent pas que l'État décide pour les gens, etc. Donc, le copyright fait partie de cette catégorie de la vie courante dans laquelle les gens devraient avoir accès à des choses comme la poésie. Maintenant, un poème, il suffit de l'apprendre par cœur et de le partager. Il n'y a pas de droit pour l'auteur du poème. Donc, il est protégé par les différentes théories parce que c'est juste qu'il soit payé, parce que ça vient de lui et il peut contrôler son œuvre, etc. Je pense que la loi du copyright doit aller vers cette 4e catégorie qui veut dire qu'il y a une certaine utilisation légale des choses qui sont importantes pour la société, qu'il faut pouvoir partager les choses d'une manière juste pour le public et juste pour les créateurs. Avec un système, par exemple, peut-être de faire payer à tout le monde un droit, un taxe, qui est partagé entre tous les créateurs en fonction soit de le nombre de fois que le film soit visionné ou juste d'une somme d'argent partagée entre tout le monde pour que tout le monde ait accès à tous les films. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le copyright ne tient pas compte parce que c'est trop nouveau. La technologie a permis les choses et le droit est derrière. C'était pareil en 68,
une bibliothèque était attaquée par un éditeur pour avoir photocopié un livre. Or, depuis les années 30, les livres étaient photocopiés très péniblement. Les années 60, il y avait des photocopieurs très rapides et le droit a dû changer en fonction de la facilité de copier les choses. Et ça se produit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a aussi la vidéo en ligne qu'on peut payer par abonnement et on a accès à tout un catalogue de films. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez pour revoir aussi? On est en train de constituer une application nous-mêmes, une sorte de Netflix pour le cinéma expérimental. Ça sera une plateforme pour nous d'abord. Tous les films qu'on a et les droits et la bonne qualité, on peut mettre sur la plateforme. Et après, ça peut être ouvert à qui veut à proposer leur film pour mettre sur la plateforme et qui sera payé par les visions du film. Et cette plateforme sera en forme d'application mobile, tablette, ordinateur et à long terme aussi chaîne télé, chaîne câble, un peu comme on trouve Netflix ou Vimeo. Et notre but, c'est d'investir beaucoup sur cette plateforme afin de ne pas rater le passage DVD-VOD, comme on a un peu raté le passage VHS-DVD. Est-ce que vous collaborez aussi, par exemple, avec Mubi, qui en ce moment fait un cycle autour de Jonas Mekas? Oui. On a proposé des films à Mubi. Quand Mubi a apparu, quand Mubi a été fondé, ça s'appelait Les Auteurs. Et ils étaient à Cannes, et je suis allé vers eux pour dire, on a des films de Maya Deren et tout. Je sais qu'Internet est très lent maintenant, peut-être ça va accélérer, mais on aimerait bien mettre en ligne ces films formateurs importants, hein, et ils n'avaient pas envie de parler avec nous. Enfin, c'était des films pour eux amateurs et pas importants. Mais 3-4 ans plus tard, ils sont venus vers nous en disant « Ah, ces films sont très importants. » Et après, c'est nous qui ont dit « Oui, mais bon, il faut voir. » Et finalement, ça se passe bien maintenant. Et ils ont mis en ligne des films juste pour un mois à chaque fois, de Garel, de Mekas, de Lenlife, hein, dans tous les territoires. C'était très bien parce que c'est une seule plateforme qui marche très bien. Il met en ligne un film pour un mois et il y a plein de visions partout et il rentabilise bien. Il nous donne des comptes très, très précis de combien de pesetas on a gagné et combien de personnes ont vu aussi. turcs. Ça veut dire que vous savez aussi quelles personnes ont vu. Oui, on a combien de personnes ont accès vu? à tous les détails, combien de visionnements dans chaque pays. Ce qui n'est pas possible, par exemple, avec Netflix. Ça, je ne sais pas Ouais. parce qu'on n'est pas chez Netflix, parce qu'ils ne sont pas intéressés par notre cinéma. J'ai fait beaucoup j'ai essayé d'approcher iTunes et j'ai rempli une formulaire que j'ai trouvé en ligne chez iTunes pour proposer mon film. Et j'ai proposé Maya Deren, Jonas Mekas, Brakhage. Pas de réponse. Ensuite, j'ai appelé Apple. J'ai demandé de parler avec iTunes. Ils m'ont dit, ils n'ont pas de téléphone. J'ai dit, mais comment ça, ils n'ont pas de téléphone? Et ils ont dit, si vous voulez porter plainte, je peux vous communiquer, je peux vous mettre en contact. J'ai dit, OK. Puis j'ai eu quelqu'un qui a dit, bonjour, les plaintes. Et j'ai dit, pourquoi iTunes n'a pas de téléphone? On a des films très importants, des films des années 40, des courts-métrages. Internet n'est pas encore très rapide pour les longs-métrages, mais on a des courts-métrages très importants. Ça serait très bien que iTunes les propose. Et il a dit, OK, je note ça, c'est très intéressant, je vais remonter l'information. Ils n'ont jamais répondu. Donc, grande faillite pour eux et pour nous. On ne trouve pas Maya Deren sur iTunes. Donc, voilà, Mubi s'est intéressé. Très bien. On va faire notre propre plateforme. On sera, nous, le iTunes de l'expérimental. On va enchaîner sur votre parcours. Ouais. Et comment vous en êtes venu au cinéma? Donc, vous êtes né à New York. Comment est-ce que vous êtes tombé dans le cinéma? Tombé? Oui. Comme si vous étiez tombé dans la marmite du cinéma. L'image de tomber, pour moi, c'est l'inverse. Je suis grandi vers... où est-ce que je commence? Donc, en fait, ma famille fait partie de ce monde. Donc, mon grand-père était à Hollywood, il était scénariste et producteur. Avant ça, il était dramaturge. Mon grand-père a écrit des pièces de théâtre qui étaient très, très bien reçues sur Broadway. Et dans les années 30, en 32, il a écrit un hit Broadway play qui s'appelait Kind Lady. Il était invité à Hollywood pour faire un film. Et ils ont fait 3 versions de cette histoire à Hollywood. Et pour aller plus vite, donc il a travaillé à Hollywood jusqu'à 1947, quand il a été blacklisté par McCarthy, avec le grand période du blacklist. C'est Jerome Robbins, le chorégraphe, qui a nommé plein de gens.
Et donc, il est retourné après aux pièces parce qu'il n'y avait pas de blacklist à Broadway. Mon père, qui a grandi dans ce monde aussi, qui est né à Hollywood, il a grandi dans ce monde de cinéma, mais lui, comme son père était très connu, et c'est souvent difficile pour les enfants de gens connus de suivre dans les mêmes pas, c'est beaucoup de pression. Donc, il a trouvé son propre voie et c'était la télévision. Il a fait des documentaires à la télévision. Il a fait un grand succès, une grande carrière. En fait, il a fait peut-être 400 documentaires pendant 15 ans. Et il a fait chaque semaine, il était en production chaque semaine parce qu'il fallait faire un film chaque semaine. Et moi, quand j'étais tout petit, il travaillait à fond, écrit, filmé, monté, etc. Et il avait un projecteur 16, on projetait des films souvent à la maison. Et on avait la chance d'avoir une porte en verre, un balcon, enfin, on projetait comme une cabine. Et j'ai appris à charger le projecteur quand j'avais 4 ans. Parce que pour moi, c'était un grand jouet. Et je me souviens d'un artiste important, âgé, qui n'arrivait pas, lui, à faire. Et moi, je me suis mis sur une chaise et j'ai fait très vite et j'étais frustré. Et ma mère est peintre. Et donc, souvent, mon père était à New York, on vivait à la campagne. Et donc, elle faisait des peintures. Et puis, elle m'a donné des choses à faire, moi, pour peindre ou pour dessiner. Et mon père avait ramené des bouts de film. Et j'avais, du coup, peint sur le film. J'ai fait 2 films, un film gratté et 2 films peints quand j'avais 6 ans, 7 ans. Et puis, j'avais accès aux caméras 8 mm de mes parents. Ils m'ont amené la pellicule, j'ai filmé, ils ont développé ça et je savais projeter. Donc, au tout petit, c'était mon jouet, c'était de faire des films et des enregistrements son. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens d'un jouet que j'avais, c'était une planche avec 2 clous et je m'amusais à rembobiner les bandes 625. Et après, quand je travaillais à l'Icon et j'ai vérifié les films, ça m'a rappelé. Je me dis, merde. Mais en tout cas, j'ai agrandi avec la caméra et j'ai toujours fait des films. Chaque année, j'ai fait beaucoup de films. Et quand je suis arrivé à l'école, j'avais ma caméra et personne n'avait vu ça, les autres enfants. Donc, je me suis fait des amis avec la caméra. Les gens qui voulaient essayer ou qui voulaient faire des films ensemble. L'animation ou les petites expérimentations. C'était jamais vraiment très professionnel, bien sûr, mais c'était rarement des narratifs, c'était rarement des films. Si c'était narratif, c'était pas du tout écrit, c'était spontané. C'était genre, on va faire une parodie de l'homme bionique et on a fait ça avec des trucs au ralenti ou des trucs en accéléré et on a toujours fait ça un peu tourné-monté. Donc c'était toujours expérimentation, un peu comme Méliès, un peu comme on commence toujours au début, quoi. Et puis, je sais pas si c'est super intéressant, mais j'ai continué comme ça. Quand on a déménagé de la campagne, arrivé à New York, super, parce que j'étais allergique à tout à la campagne. C'est pour ça que j'étais à l'intérieur avec mes animations plutôt que dehors. Je faisais pas de sport. À New York, c'était super. C'était vraiment une ville où j'étais toujours à l'intérieur, même en dehors. Et j'ai fait beaucoup d'amis qui voulaient faire des films. On a fait des films quand j'avais 12-13 ans avec des amis. Et j'ai fait des films à high school, j'ai fait des films à l'université. J'ai fondé une association à l'université pour faire des films avec l'argent du... Comment ça s'appelle? Les extracurricular activities. Il y a un fonds pour les étudiants. Extrascolaire. Voilà, pour faire des projets. Donc, j'ai fondé le Filmmaking Club. Et ouais, c'était super. J'ai toujours été quelqu'un qui organise les choses, qui démarre les choses, qui crée une association ou qui entoure les gens autour de moi pour faire des films ensemble ou pour organiser des projections. Mon père, parce qu'il a fait un documentaire en 71 sur le film de Kubrick 2001, il avait demandé à MGM des copies du film pour faire des extraits, pour avoir des photos, pour étudier le film. Il a reçu une copie 16 et une copie 35. La personne qui a prêté le film a quitté son poste sans demander le retour. Donc, on a toujours ces copies. Et je me souviens, à chaque fois que j'ai changé d'école, j'ai organisé une projection pour tout le monde de 2001. Donc, toutes ces activités de programmation, de cinéaste, de passeur d'image, j'ai fait depuis la toute petite enfance. Et je ne sais pas pourquoi. La première chose que j'ai fait, c'est apprendre à projeter. C'était le projecteur qui m'intriguait le plus. C'était magique de voir la bande et de voir ce que ça fait en mouvement. Plus que la caméra. Oui. Et puis, comme j'ai dit, j'étais allergique à tout. Je
J'étais asthmatique, je pouvais pas courir, par exemple. Donc, je pouvais faire de l'image par image pour que ça va vite. C'est complètement viscéral, corporel, cette magie de l'image, de vivre à travers les yeux. Donc, voilà, je crois que le cinéma expérimental était naturel pour moi. D'ailleurs, on a projeté 2001 souvent à la maison, on a projeté d'autres films expérimentaux. Je dis que 2001, c'est expérimental. On avait des films de John Whitney, des films expérimentaux de James Whitney, John Whitney, Stan Van Der Beek, parce que mon père a fait des documentaires sur eux. À cette époque-là, les cinéastes étaient très généreux. Ils disaient « Ah, tenez, gardez la copie. » Et même quand j'ai visité John Whitney en 92, j'étais en Californie, il m'a dit « Ah, tenez, je vous donne ces copies. » Plus tard, quand j'étais chez Lycon, j'ai donné mes copies à Lycon pour qu'ils soient diffusés. Et Yann Beauvais me dit « Vous êtes sûr, c'est vos copies personnelles, vous allez vous donner ?» J'ai dit « C'est plus important que ça soit vu. » Et maintenant, ils sont en location. Et qu'est-ce que vous étudiez à l'université à ce moment-là? Les études? Oui, à New York. Alors, je suis allé à l'université. J'ai commencé en 83 et j'avais voulu étudier le cinéma et les ordinateurs. Parce que en 80, je pense, oui, en 80, mon père m'a acheté un ordinateur, le premier ordinateur, le Apple II, le Apple II+. Quoi. Et j'ai appris à programmer en BASIC et je me suis passionné pour ça. Et j'ai fait des nuits blanches quand j'étais à 15 ans. J'ai fait des nuits blanches à apprendre la langue de programmation. Et j'ai même créé, quand j'avais un modem pour connecter le téléphone avec l'ordinateur et pour connecter à des BBS et des choses, j'étais complètement fasciné par ça. Et d'ailleurs, la facture téléphonique était énorme ce mois-ci. Mais j'ai écrit un programme pour répondre. L'ordinateur décroche et accueille la personne. Et il y a des boîtes. Les gens pouvaient laisser des messages pour d'autres. C'était vraiment un système. Si j'avais pu continuer, c'était moi qui aurais fondé Facebook et tout ça. Sauf que j'étais trop à l'avance. Je suis toujours un peu trop à l'avance. Comme avec le cinéma expérimental et iTunes. Enfin, je fais des choses avant les autres. Et c'est jamais possible et c'est trop cher, ça marche pas, etc. Mais... Donc, en fait, je pensais à l'université apprendre l'informatique et le cinéma. Or, c'était pas génial, les études de cinéma à Rochester, même si l'université était fondée par George Eastman, parce que George Eastman avait une école de musique pour faire les compositions qui accompagnaient les films. Il avait fondé l'University of Rochester pour faire les films, mais c'est jamais devenu une université de cinéma. Donc, c'était le département d'anglais et c'était les cours sur l'histoire du cinéma ou sur l'analyse un peu basique des films et ça ne m'a pas du tout intéressé, à part un cours de cinéma expérimental. Et pareil, les cours sur l'informatique étaient un peu nuls en 84. Il fallait apprendre Pascal, Fortran, les terminaux étaient lents, c'était un peu stupide. Ça ne m'a pas passionné du tout. C'était un peu... La seule chose que j'aimais bien, c'était le langage Lisp, qui était l'intelligence artificielle. Du coup, j'ai pris ce cours-là, j'ai pris un peu... Mon père m'a conseillé de prendre des cours n'importe quoi. Il m'a dit, l'université, c'est génial. J'aimerais bien retourner. Il faut prendre des cours qui vous intéressent. Prendre un cours sur Platon, prendre un cours sur la philosophie, psychologie, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai pris des cours sans avoir de major, parce que le cinéma, non, l'informatique, non. J'ai pris des cours. Et j'ai pris des cours sur le linguistique, psycholinguistique, biopsychologie. En fait, c'était un autre cursus qui, à ce moment-là, s'est créé exactement à cette époque-là, qui s'appelait le sciences cognitives. Et du coup, j'étais dans les premières 3 ans de cette étude d'intelligence artificielle, de sensation and perception et la vision par ordinateur. C'était super intéressant. Mais c'était encore une fois trop primitif. C'était vraiment le tout début. On ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas encore les robots, pas encore les parallel processors, pas encore... Si je pense que l'année que je suis sorti en 87, ils avaient acheté le Cray, Computer Cray, C-R-A-E, c'était le premier parallel processor hyper cher. C'est le genre d'informatique où la machine pouvait apprendre un langage ou une tâche ou à jouer aux échecs. Et une fois appris, il pouvait gagner l'échec, mais on ne savait pas comment il marchait.
parce que c'était comme un cerveau. On ne savait pas comment les neurones étaient dosés à l'intérieur. Enfin bref, tout ça, c'est un peu dévié, mais c'est pour expliquer À l'époque, c'était super intéressant, mais c'était encore une fois un truc expérimental. Et en sortant de l'école, j'étais très intéressé par le cours de cinéma expérimental. J'étais très intéressé par l'intelligence artificielle et la psychologie expérimentale, de faire des recherches sur les gens. Par exemple, le temps de réaction quand on est présenté à l'écran, si c'est un mot ou un non-mot. Donc, par exemple, si on voit le mot blanche et on voit le mot neige, on est plus rapide que si on voit le mot blanche et puis on voit le mot sandwich. Parce que la neige est blanche, donc en fait, ça prime les neurones. Et pareil, je pensais qu'on pouvait faire des expériences en cinéma. Et je me suis dit, il doit y avoir une théorie de cinéma beaucoup plus pratique, que je pouvais appliquer mes connaissances. Et j'ai fait la tour des universités avec un programme graduate school, comment dire en français, de DOA, de maîtrise, doctorat, pour étudier la théorie du cinéma. Et le professeur qui avait donné le cours de cinéma expérimental m'a parlé de Paris 3, parce qu'elle est venue ici. Elle est venue ici, elle a fait des études en 1975 avec Raymond Boulour, et elle m'a proposé les cours. D'ailleurs, j'avais déjà pris le français, la sémiologie. Elle a dit, si vous aimez tout ça, c'est parfait, donc je suis inscrit ici. C'est comme ça que vous êtes venu en France. Oui, et je me suis dit que je pourrais faire ça. Je pourrais faire des expériences sur les gens et le cinéma. Et c'était pas exactement ça que ça a donné, mais c'était vrai que l'étude de sémiologie, les séminaires de Christian Metz, les cours de Boulour, de Marc Vernet, de Michel Marie, de Jacques Aumont, de Jean-Louis Loutra, tous ces gens-là étaient une grande influence. Même si c'était un peu différent, c'était une autre manière de penser le cinéma, plutôt basée dans la théorie. Oui, ça j'aimais beaucoup. Donc, j'ai fait des études un peu différentes, mais finalement ça aboutit. J'ai travaillé en distribution avant de venir à Paris, 1 an, une année intercalaire entre les études et là-bas et ici. J'ai travaillé à Orion Classics, qui est une boîte américaine, un peu comme UGC, qui distribue les films étrangers, les films européens aux États-Unis. Et comme ça, j'ai appris plein de choses sur comment on distribue les films dans les salles, physiquement, comment les copies circulent. Moi, il fallait que j'appelle tous les cinémas dans le pays, tous les jours, pour demander les entrées. J'ai eu une très bonne introduction très vite à une éducation très pratique. Et après, quand j'ai travaillé à Lightcone, j'ai pu intégrer aussi ces connaissances-là. Et qu'est-ce que vous avez appris d'autre en étudiant à Paris? À Paris, sémiologie du cinéma, les cours qui m'intéressaient le plus, c'était la photo et le cinéma avec Philippe Dubois, la peinture et le cinéma, le cours de Roger Rodin sur le sémiopragmatique, et un cours sur Deleuze. J'ai pris un cours sur Deleuze de Lautrec, mais il ne parlait pas de Deleuze, il parlait uniquement de John Ford, alors j'ai arrêté. À chaque fois, c'était censé être sur Deleuze et à chaque fois, c'était sur John Ford. En fait, à l'époque, 91, 12, 13, il n'y avait rien sur le cinéma expérimental à Ascensier. Je crois, compris que ça a changé. Mais j'ai même fait venir une fois des cinéastes expérimentaux pour faire un débat avec les étudiants. Et les gens étaient un peu hostiles à ce cinéma-là. Ils ont rien compris. Ils ont demandé pourquoi on fait ça. Vous avez montré des films? Oui, on a montré des films de Cécile Fontaine, d'Ian Beauvais, de Matt Temkin. Et les gens, les étudiants à l'époque voulaient vraiment voir des films narratifs. Tous les cours étaient axés sur le narratif. Comment analyser un film narratif. Il fallait que ce soit un film, par exemple, hollywoodien, parce que Hollywood crée des mythes et il y a des centaines de personnes qui travaillent sur un film. Donc, ce n'est pas juste une personne qui fait son film, c'est une équipe. Donc, c'est une usine. Et donc, on peut analyser les films à la chaîne, un peu comme les fabrications des mythes par les sociétés, dans le formule de Claude Lévi-Strauss. Alors, je n'avais pas vraiment une ouverture sur le cinéma expérimental. Je ne pouvais pas parler de Mekas ou de Brakhage dans les cours ici, sauf Metz. Christian Metz trouvait ça très important. Il a dit, j'ai un grand respect, j'aime beaucoup ces films. Par contre, on ne peut pas les analyser parce qu'on peut tout faire. On peut faire une règle, il casse la règle. Donc, tant mieux.
mais on ne pouvait pas les étudier. Et vous avez fait votre mémoire également? Oui, Euh, le temps, le miroir, c'est même Metz qui a trouvé le titre. C'était sur le... En fait, Marc Vernet a fait un cours sur le double, le miroir, l'inversible. Et ça m'a intrigué beaucoup, c'était super. C'était sur l'espace de l'affection. Comment l'espace était chargé de sens, si c'est la mise au point, l'espace off. Enfin, c'était vraiment une étude incroyable sur l'espace au cinéma. Moi, je voulais faire ça avec le temps. Je voulais juste prendre ces idées-là et les traduire en temps. Et travailler sur le ralenti, l'accélérer, le temps off, etc. Or, c'était hyper compliqué parce que le temps, il fallait vraiment commencer avec les philosophies du temps de Bergson et enfin, toute une philosophie de qu'est-ce que c'est le temps, Zénon, enfin, il y a plein de paradoxes sur le temps déjà. L'espace, c'est plus facile. Ensuite, le temps est très plastique. Je voulais dire, qu'est-ce que veut dire un ralenti, par exemple? On peut prendre plein d'exemples, et le ralenti veut dire différentes choses. C'était très, très ambitieux de faire cette mémoire, d'autant plus que ça m'a un peu frustré que le directeur de recherche m'a demandé de montrer que j'avais lu les anciennes, Mitry, Bazin. Ça m'intéressait beaucoup moins que mes propres idées, de faire quelque chose de nouveau et de aller vers l'avant, de faire quelque chose de personnel et de recherche que je trouvais que personne d'autre avait fait. C'est toujours ma manière d'être le premier à creuser un sujet. Et ça suffisait pas. Il fallait juste montrer la maîtrise du sujet, montrer que j'avais bien intégré Bazin, Mitry. Je trouvais ça pas très intéressant et j'étais déjà très occupé avec... Je travaillais déjà à UGC, à Lycon, je faisais mes films. Donc, je n'ai pas vraiment pris le temps de faire mon mémoire. Et c'était pas pour moi un devoir universitaire, c'était plutôt une recherche personnelle. Et donc, à part étudier à Paris, vous avez travaillé à UGC? Oui, parce que quand j'ai travaillé à New York, chez Orion, j'avais rencontré des gens du UGC qui sont venus parce qu'on a acheté les droits de Jean de Florette, de Au revoir les enfants, de Wings of Desire, de Wim Wenders. Les ailes du désir. Les ailes du désir. Donc, les distributeurs français sont venus nous rencontrer. Enfin, moi, j'étais juste la personne qui appelait tous les cinémas. C'était pas très important, mais on n'était que 7 personnes. Donc, j'ai bien pu rencontrer Wim Wenders et les gens des équipes, etc. Donc, quand je suis arrivé à Paris, bon, j'avais quelques amis ou des amis de mes parents. Donc, finalement, évidemment, je suis allé voir les gens que je connaissais et je suis allé voir les gens que j'avais rencontrés à l'époque. Donc, je suis allé chez UGC, je suis allé voir Vincent Mal, le frère de Louis Mal, etc. J'ai tapé sur les portes pour dire bonjour, on s'est connus, je suis à Paris. Et finalement, j'ai fait quelques stages, juste parce que j'avais le temps libre et j'avais envie de m'intégrer, c'est quoi le mot encore? De m'intégrer, il y a un mot qui manque. En tout cas, j'ai frappé sur les portes, j'ai proposé un stage. Ils ne cherchaient pas de stagiaire. Je n'avais même pas besoin de faire un stage. Mais je suis bénévole et on m'a dit pourquoi pas. Et j'ai rangé chez UGC les cassettes VHS dans les garages, dans les parkings, au sous-sol, au 4e sous-sol. Ça puait d'ailleurs. Mais après, j'ai très vite fait un très bon travail. Ils ont dit, ah, génial, est-ce que vous pouvez peut-être ranger ces papiers? J'ai fait ça très vite. Après, ils voulaient m'engager. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Et j'avais un travail à mi-temps pendant 2-3 ans. En même temps, j'étais bénévole chez Lycon parce que j'avais fait un film avec les étudiants à Paris 3 qui voulaient faire des films. En fait, il n'y avait pas de production ici. C'était juste les études théoriques. Ils me voyaient avec ma caméra Super 8 tous les jours. Ils ont fait un film. On a envie d'apprendre. Donc, ils ont demandé s'ils pouvaient postuler un cours de production. L'école a dit non. On ne fait pas de production. En fait, ce n'était pas ici même à Paris 3, c'était au Centre d'études américain, affilié avec Paris 3. Ils ont dit, vous pouvez faire vous-même un cours de film à condition que vous trouviez un professeur français, que ce soit en français. Donc, on a fait ça. J'ai demandé... j'avais retenu le nom d'Yann Beauvais qui avait fondé Lightcone parce qu'il est venu à New York avec des films français expérimentaux. J'ai trouvé dans la page blanche, j'ai appelé... Et j'ai dit, voilà, je cherche quelqu'un qui pouvait donner un cours en français
sur la production Super 8. Il m'a proposé un ami qui est venu et qui a fait le cours. Après, cet ami a vu mes films. Il a dit, vous devrez montrer ça à Yann Beauvais. Je suis allé à Lightcon avec mon film Super 8. Et la semaine d'après, je suis allé le rechercher. Il a dit, on aimerait bien distribuer le film. Il faudrait faire une copie. Je ne savais pas ce que c'était, comment faire une copie de Super 8. Et il m'a dit, il y a un laboratoire. Et donc, j'ai fait ça. J'ai déposé mes films à Lightcon. Un petit film en Super 8 de 3 minutes, que j'avais fait d'ailleurs ici pour Philippe Dubois, pour son cours. Et Lightcon a pris mon film et j'avais reçu une convocation à la fin de l'année pour un AG, l'Assemblée Générale. J'ai rencontré plein de cinéastes. Lightcon disait, voilà, c'est une coopérative, on a besoin de vous, venez nous aider. Si c'est balayer par terre, vérifier les films, etc., on a plein de choses à faire. Donc, je suis allé, j'avais du temps libre, je me suis allé en bénévole. Pendant 6 mois, j'étais bénévole chez Lightcon. Ils avaient un contrôle URSAF, j'étais pas là, heureusement, mais ils ont dit, oh là là, ça craint un petit peu, on devrait vous engager. Donc, en fait, ils m'ont proposé un travail. Or, j'avais le droit de travailler à mi-temps en tant qu'étudiant étranger. Donc, je ne pouvais pas travailler à la fois chez UGC et Lightcon, il fallait choisir. UGC, c'était très confortable parce que je pouvais appeler New York gratuitement, je pouvais faire des photocopies gratuitement. J'avais de plus en plus monté dans les échelons du UGC parce qu'ils faisaient de plus en plus confiance. Une fois, ils m'ont envoyé aller-retour dans la journée à Danemark pour chercher une film-annonce de Lars von Trier. Une fois, ils m'ont envoyé à Londres parce qu'ils voulaient acheter un fonds de film qui appartenait à un archive, Weintraub, et il fallait aller vérifier le matériel, ouvrir les boîtes. J'ai trouvé par exemple un film nitrate qui était en train de décomposer. Donc c'est super intéressant. Mais je me suis dit que si je vais m'engager, c'est ça le mot que je cherche tout à l'heure, dans le cinéma, je devrais mieux m'engager dans le cinéma expérimental. Parce que là, il faut vraiment des gens passionnés qui connaissent tout ce qui est commercial, qui peuvent amener cette connaissance dans le cinéma expérimental. Parce que n'importe qui peut travailler chez UGC finalement. Et je suis un petit grain de sable dans une grosse machine. Je préfère être dans une structure qui a besoin de moi. Donc, j'ai quitté UGC, j'ai travaillé chez Lightcon. J'ai resté 7 ans à Lightcon. Et puis, finalement, j'ai eu le droit de travailler. J'avais la carte de résident, tout ça a changé. Mais à l'époque, j'étais étudiant. Et ensuite, j'avais fondé Revoir. Donc, j'étais étudiant et PDG. Et après, j'étais licencié amicalement chez Lightcon afin de travailler à plein temps sur Revoir. Et donc, j'étais étudiant, chômeur et PDG en même temps. Donc c'est comme ça que vous êtes formé à l'édition. Chez UGC, il y avait UGC Vidéo et après Lightcon Vidéo. Oui, en fait, j'avais fondé Lightcon Vidéo. C'est la même structure, ça s'appelait Lightcon Vidéo au départ. Quand j'ai quitté Lightcon, ils m'ont demandé de changer le nom. Moi, j'ai dit pourquoi ça promeut Lightcon. Les gens qui connaissent Lightcon, c'est des programmateurs de salles ou de festivals ou de ciné-clubs. Il y a une poignée de gens qui connaissent Lightcon, alors que nous, on va mettre les VHS à la FNAC, à l'étranger. Le nom de Lightcon va être répandu. Pour moi, c'est une bonne promotion. Mais Lightcon avait vu ça tout autrement. Lightcon a dit, nous avons réputation, vous utilisez notre réputation pour être connu. Lightcon, c'est un grand nom. Vous êtes tout nouveau, vous êtes personne. Donc, vous utilisez, vous exploitez. Donc, changez le nom. J'ai changé le nom. Je trouve ça dommage pour eux, mais je ne voulais pas me battre avec eux. Je voulais plutôt être ami avec eux. C'est eux, ils voulaient se battre, d'accord? Pourquoi pas? Mais... Donc, voilà, j'ai changé le nom, mais c'est la même structure. Et ils m'ont permis, grâce à le fait d'être licencié, de travailler 2-3 ans chez moi pour développer la boîte pendant que j'étais en train de, soi-disant, chercher un emploi. On va enchaîner un petit peu sur la notion d'avant-garde. Oui. Un petit peu. Et quelle est pour vous la définition d'un film ou d'un cinéaste d'avant-garde? Pour moi, il y a le cinéma narratif et le cinéma documentaire. C'est les deux grandes structures dominantes qui sortent de chez Méliès et chez Lumière. Ensuite, il y a toutes autres sortes de cinéma, d'industriel, de pornographie, etc. Il y a toutes sortes de cinéma qui sont soit commercial, soit pas commercial. Le cinéma d'avant-garde, c'est tout ce qui est autre.
tout ce qui est en dehors, tout ce qui est dans les marges et tout ce qui ne rentre pas dans les catégories définies. Et en France, ça s'appelait le cinéma tiers secteur chez le CNC. Maintenant, il y a des catégories qui font que le cinéma expérimental peut être narratif aussi, comme les films de Hanoun ou Garel. Il peut être documentaire aussi, comme les films de Boris Leyman ou de Jonas Mikas. Il peut être pornographique aussi. Il peut être un pub, comme les films de Len Lai qui sont des pubs. Donc, c'est pas exclu. Simplement, c'est une autre dimension, plus personnelle et autoproduit. Et voilà, c'est un peu comme la poésie par rapport au roman. La poésie n'a pas de commerce, n'a pas de marché. On peut vendre des livres de poésie, mais ça ne va pas faire vivre les poètes ou les éditeurs. C'est quelque chose qui est très personnel. Et puis, du coup, tous les gens qui promeuvent ce cinéma-là sont des gens bénévoles ou c'est des gens passionnés. C'est une sorte de grassroots movement, comment dire, communautaire. Donc, ce n'est pas une économie, c'est plutôt une écologie. Puis, c'est un peu comme un no man's land entre les autres formes de cinéma. Là où les gros commerciaux ne peuvent pas ou ne veulent pas y aller. Comment est-ce que vous pouvez repérer, comment est-ce que vous arrivez à repérer les films d'avant-garde d'aujourd'hui qui sont créés? Il y a des festivals, il y a de plus en plus dans les forums Internet où les gens discutent de films, on envoie des liens. Il y a des cinéastes qu'on connaît qui continuent, donc leurs nouveaux films. Il y a ceux qui m'envoient des films pour que je les voie, pour que je les édite. Je ne les fais pas, mais il y a trop de films à voir. Il y a des tas de DVD, il y a des tas de mails, il y a trop de films à voir. Justement, est-ce que de manière plus générale, vous regardez des films plus dans les catégories documentaires, narratifs, fiction? J'essaie de voir beaucoup de films, mais j'ai de moins en moins de temps libre parce qu'en plus de revoir et mes autres activités que je n'ai pas encore dit, comme le film galerie ou le festival de Cannes, où je donne des cours 9 heures par semaine. Oui, j'ai beaucoup moins de temps pour voir les films. Mais quand je suis invité à un festival, j'essaie de voir plein de choses et dans les avions, je vois des films. En fait, aujourd'hui, il y a trop de films qui sont faits. C'est la faute du numérique. C'est trop facile de faire un film, donc il y a de plus en plus de mauvais films. Voilà, donc quand un film est fait en argentique, normalement c'est mieux. Il y a de plus en plus de films qui sont de meilleure qualité, qui sont faits en argentique, parce que c'est le plus difficile de les faire. Donc les gens font plus attention, et c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent faire. En numérique, on fait n'importe quoi et on les met au festival, donc il y a des milliers de mauvais films en numérique. Et justement, parlons de vos autres activités. Vous enseignez notamment en Corée du Sud. Je donne des cours à Dongguk University à Séoul. C'est grâce à mon documentaire Free Radicals que j'ai montré dans un festival là-bas. Le directeur, c'était un professeur qui m'a invité à postuler pour un poste que j'ai eu. Et je suis très content parce que je rencontre plein de jeunes et il y a beaucoup d'énergie. Et c'est fascinant. Et c'est après 30 ans en France, j'étais un peu devenu comme les Français. Moi, j'étais un peu négatif, critique. Je voulais pas travailler. En Corée, c'est l'opposé. C'est une énergie fraîche et engagée et passionnée. Vous êtes prof de théorie ou de pratique? Les deux. Je peux faire un peu ce que je veux du moment où je choisis dans la liste de cours proposés. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide le cours, mais une fois que je suis le professeur d'un cours, dans ce cours, je peux faire ce que je veux. Donc, un cours qui s'appelait Introduction to Film Production ou Understanding Film Production. Moi, j'ai distribué les caméras Super 8 et on allait tous dans la chambre nord pour développer le film. Ils adoraient ça. Mais l'université n'aurait pas fait. Ils n'ont pas les caméras. C'est moi qui ai ramené les caméras. Mais maintenant, c'est un cours très, très populaire. Tout le monde veut passer dans mon cours parce que tout le monde veut faire du Super 8. Donc, vous faites du numérique ou Non. que de l'argentique? Moi, je donne des cours argentiques. C'est-à-dire que j'apprends la caméra, le développement, la chimie, la mise au point, la profondeur de champ, les diaphes. Enfin, je montre comment utiliser cette caméra, comment voir les images, comment développer les images.
comment voir les films. Ensuite, je donne un cours théorique qui est plutôt sur l'esthétique, dans lequel je me focalise aussi sur l'argentique, c'est-à-dire que de repérer dans les films quand il y a des ombres, des réflexions, des flickers, parce que le film est réflexion, le film est ombre, le film est flicker, etc. Et j'essaie de sensibiliser les étudiants à tout ce qui est argentique. Après, il y a un cours workshop où ils doivent faire un film chaque semaine. Là, ils font ce qu'ils veulent, ils font en numérique. C'est pas grave. Mais c'est pas moi qui explique comment faire le film. Simplement, c'est un cours dans lequel il faut faire beaucoup de films et on change de rôle. On est caméra, puis on est monteur, puis on est producteur. Est-ce que des fois, des créations d'élèves vous surprennent? Un peu, parfois. Parce que le cinéma coréen est particulier. Et quand le film est unique, a une certaine énergie, un certain style, ça, j'aime bien. Quelques étudiants m'ont surpris parce que ils sont venus assez loin. Ils se sont passionnés, en fait. Parce que je les reçois en tant que freshmen quand ils sont juste après high school, ils ont 18 ans. Ils connaissent rien, ils ne savent même pas pourquoi, peut-être qu'ils ont voulu faire du cinéma. Et puis, 4 ans plus tard, il y en a qui sont assez banals, ils veulent faire travailler dans l'industrie. Parfois, voilà, ils ne sont pas intéressés. Et parfois, il y a 2-3 qui sont vraiment intéressés par le cinéma expérimental, où ils achètent eux-mêmes une caméra Super 8, où ils décident d'aller en France aux Beaux-Arts. Enfin, voilà, il y a quelques étudiants. Et après, ils sont vraiment proches. Par exemple, quand il fallait que je fasse du montage, je pouvais les engager pour faire le montage pour moi en numérique, que je ne fais pas. Ou étalonnage, ou aide sur un tournage. Quand je dis à tout le monde, attention, il y a Philippe Garrel qui fait masterclass, il faut venir au musée. Il y a seulement les 2 personnes qui viennent, je sais qu'ils sont là. Ça fait plaisir. Et est-ce qu'il y a un cinéma expérimental en Corée du Sud qui est en train de se créer En fait, la Corée est tout petit et c'est très isolé parce que c'est une péninsule dont le sol attache, c'est la Corée du Nord. Donc, en fait, c'est comme une île. Et la culture coréenne est très contraignante. Il y a beaucoup de tabous. Dans cette culture, il faut être comme les autres. On ne tolère pas trop d'être différent des autres. Donc, tout le monde a les mêmes cheveux, les mêmes vêtements, le même comportement. Les gens se ressemblent beaucoup. Alors, si on fait un truc différent, si on a les cheveux en gris ou en vert, si on est tatoué, en fait, on est un peu extérieur, on est un peu marginalisé. Il y a très, très peu de personnes. Au Japon, il y en a plein. Mais en Corée, il n'y a pas beaucoup de contre-culture. Il n'y a pas beaucoup de marginal. Et du coup, il n'y a même pas de graffiti. Donc, si on veut devenir peintre, on veut être dans les musées. On ne veut pas être dans un contre-courant. Et pareil pour le cinéma. Il y a tous les élèves qui veulent faire du cinéma, ils veulent être dans les studios. Sauf ces 2-3 qui se passionnent pour autre chose et qui n'ont pas peur d'avoir une vie difficile et de faire ce qu'ils veulent. Alors moi, j'ai commencé tout de suite, bien sûr, à organiser des choses. J'ai fait venir une exposition Jonas Mekas dans un grand musée national et c'était un grand succès avec une rétrospective de 28 programmes pendant 4 mois. Et il y avait plein de jeunes et d'ailleurs, un élève qui est venu, c'est le premier semestre pour elle a 18 ans, elle m'a dit « Ah, mais cette expo, c'était trop génial, je suis allée 3 fois. » Donc ça, c'est génial. Je sais qu'elle va être là avec moi dans 4 ans, elle va voir les films expérimentaux, elle va peut-être en faire. Je vois déjà, ça j'aime bien. Mais il n'y a pas beaucoup. Et puis, il y a un laboratoire comme l'Abominable là-bas. Il y a un laboratoire qui s'appelle Space Cell. Et on avait rencontré ces gens avant que j'y habite. En 2007, à Bruxelles, on a fait une réunion pour les laboratoires. Les gens de Corée sont venus. C'était étonnant de les rencontrer et de les voir et d'échanger avec eux. Et puis, je suis allé voir le labo. C'était en 2005 peut-être, ou 2004. En tout cas, oui, c'était hyper engagé. Et il y avait pas mal de gens. Mais aujourd'hui, c'est un peu tranquille. Il y a peu de personnes qui fréquentent le labo, mais ça existe toujours. J'amène toujours mes étudiants le voir et ça existe. Pour rebondir du coup sur l'Abominable, donc l'Abominable, c'est un laboratoire de cinéma qui a été créé en 95 à Paris et qui fait suite au premier laboratoire de cinéma qui a été créé à Grenoble en 92. Comment ce projet est-il passé de simple idée à réalité? En fait, Grenoble, c'était pas la première.
Le premier, c'était à Londres, en 67, le London Filmmakers Co-op. Et il y a beaucoup de cinéastes qui sont passés par là. Et à cette époque, en France, dans les années 78-19, les cinéastes français voulaient avoir un labo. Mais c'était trop cher. Il y avait un moment donné, Jacques Gajos du CNC qui voulait donner l'argent aux cinéastes expérimentaux, mais la condition, c'était de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec. Et les cinéastes n'étaient pas d'accord entre eux. Il y en a qui voulaient faire un labo. Et donc, ils disaient, mais ça, c'est n'importe quoi parce que votre labo sera à Paris. Nous, on est à Marseille, on est à... Comment? Et donc, il faudrait plutôt faire un financement comme le CNC, mais à un autre niveau, qu'on dispatche l'argent. Les autres disaient, non, c'est pas possible. Donc, rien ne s'est fait. Ils ne pouvaient pas s'entendre. Il n'y avait pas d'argent. Et ça engendrait un grand creux dans le film expérimental en France, entre 80 et 88. Je crois qu'il y avait un grand trou où les gens étaient vraiment fâchés les uns avec les autres. Par contre, il y avait un laboratoire qui s'est créé aux Pays-Bas en 86, je crois, ou avant, 85, par Carl Dewing à Arnhem. Il avait acheté du matériel et les gens de Grenoble sont allés là pour apprendre. Et Jürgen Rebel était allé... Enfin, il y avait une activité à Londres, une activité aux Pays-Bas. Les Français de Grenoble sont venus voir. Après, ils ont monté leur propre chambre noire chez eux en 89 pour faire leurs travaux, parce qu'ils faisaient des performances avec les diapos, avec 8 mm. Et c'est bien plus tard, en 92, que moi, Nicolas Ray et d'autres ont découvert l'existence de ce labo et on a descendu apprendre nous-mêmes à faire et à faire des travaux parce que le labo était bien équipé. Entre-temps, le laboratoire à Londres a fermé parce qu'ils ont perdu leur local. Et tout était mis dans un abri et fermé à clé par l'État. Et les cinéastes de Londres, ne savaient même plus, les jeunes ne savaient même plus développer et tirer leurs films. Ils sont venus à Grenoble pour apprendre. Et après, ils ont récupéré les machines et créé leur labo. Donc, ça a fait un cercle. En fait, ce qui s'est passé en 95, Nicolas Ray et moi, on avait envie de faire un labo à Paris. Et on commençait tout juste à contacter les communes autour de Paris pour savoir s'il y avait une locale. On n'avait pas eu de réponse. À cette époque-là, le labo de Grenoble a fermé leurs portes. À tout le monde, sauf eux-mêmes, ils ont dit, on en a marre, on ne peut pas travailler pour nos choses. Il y a trop de monde qui vient, ils viennent de Paris, de Bruxelles, de Havre. Donc, on va vous aider. Vous allez ouvrir vos propres labos. C'est pas compliqué. On va vous aider et vous aurez travaillé chez vous et nous, on peut travailler. Et du coup, il y avait 7 laboratoires qui sont créés en même temps, en 96, à peu près, avec l'aide des gens de Grenoble. Alors, il faut dire que Nicolas et moi, on était seuls avec notre projet. Du jour au lendemain, il y avait 15 personnes qui voulaient faire un labo à Paris. Et on a fait ça collectivement. Finalement, il y a 10 fondateurs, dont 2 qui sont toujours actifs, Nico et moi. Sur quel modèle économique ça reposait à ses débuts, du coup? Chacun a payé 60 € parce que le loyer faisait 600. On a trouvé un sous-sol à Asnières, qu'un de nous connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et c'était un propriétaire qui nous aimait bien et qui nous a fait un recoin au fond où il y avait un évier, une chambre noire. Et finalement, c'était 3 petits recoins. Et finalement, on a récupéré tout le sous-sol. Et le jour où ce propriétaire est mort, son neveu voulait raser l'immeuble et faire quelque chose de plus grand. Et il nous a éviqués et on était hyper tristes. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Et on avait de la chance de trouver quelque chose de beaucoup mieux. Là où on est maintenant, à la Courneuve. Au départ, oui, c'était... on voulait que ça existe, donc on a payé de notre poche. Et puis, on a élargi avec des membres. Donc, nous, on est membres bienfaiteurs. Il y a des membres abonnés, enfin... Des membres simples, des abonnés, et des adhérents. Voilà, des membres adhérents. Et eux, ils payent une cotisation de 30 € par an. Donc, il y en a 40, il y en a 60, je ne sais pas. On a des aides, des subventions. Ça aussi, c'était un grand débat. Il y en a qui ne voulaient pas de subventions. Ils étaient contre les principes de subvention. Donc, ils ont dit, bon, on vous laisse faire votre subvention, parce que pour vous, c'est peut-être mieux, nous, on est contre, mais on s'est toujours arrangé. Et Nicolas, qui est très doué aussi pour le cinéma et la mécanique et l'électronique, il est doué pour les groupes, pour les assos, et pour trouver des financements et pour gérer le groupe, c'est très bien. Donc, voilà, petit à petit, on
on a trouvé un système qui marche très très bien, qui est un peu équilibre entre ouvrir à tout le monde et rester un peu fermé pour nous. Et ça a très bien fonctionné parce que d'ailleurs ça existe encore aujourd'hui. Il y a eu un nombre très conséquent de films qui ont été réalisés, développés là-bas. Est-ce que vous suivez toujours ce qui se passe dans l'association? Est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué, qui sont passés par là? Oui, ça fait 23 ans et il y a des centaines de films. Moi-même, j'ai fait tous les films étaient passés par là au départ. Et même Free Radicals, j'ai filmé une partie là-bas. Oui, je ne suis pas en France beaucoup, donc je ne suis pas très actif. Et je suis un peu triste parce que j'ai aidé beaucoup à la création et je suis toujours membre bienfaiteur. Et j'y vais à chaque fois que je suis à Paris, je passe au moins une fois. Mais je ne suis pas vraiment là, quoi. Donc, mais je vois les films et je reçois tous les mails et je vois ce qui se passe et j'essaie d'être aussi actif que possible quand même. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à des jeunes qui ont la vingtaine d'années pour se lancer dans le film expérimental? C'est un moment très intéressant parce qu'il y a tous les formats qui existent. On peut faire du Super 8, du 16, du 35. On peut faire du numérique, en analogique ou en numérique. Et après, on peut partager les films comme on veut. Je pense que un peu plus tôt, le numérique était compliqué. Un peu plus tard, l'argentique sera compliqué. Donc, c'est une super année charnière, des années charnières. Donc, il faut expérimenter tout. Il faut essayer surtout des choses qui existent encore, qui vont peut-être disparaître. Parce qu'on apprend avec les mains, en fait, pas avec les idées. On apprend en le faisant. Les machines nous inspirent. Même avec un téléphone. Oui, si on veut. Mais le téléphone, c'est un peu comme des nouvelles voitures. On ne sait pas ce qui est sous le capot. Les anciennes voitures, comme des Volkswagen, on ouvre, on voit tout, on comprend tout. C'est comme ça, le 16 mm. On comprend la chimie, on comprend l'optique, on comprend la machine. Et ça peut nous donner des idées. Ah, il y a un flicker parce qu'il y a un obturateur, etc. Il y a plein d'idées qui viennent des machines. Mais un téléphone, bon, c'est une application écrite par quelqu'un. C'est peut-être pas très inspirant. Et tout à l'heure, vous avez parlé des heures de cours que vous faisiez en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je suis un cours sur le copyright parce que j'ai des problèmes de copyright en ce moment. Par exemple, les films de Maya Deren, qui étaient bien indiqués copyright Maya Deren, elle a montré le film sans déposer un document. Et en 1946, la loi voulait qu'on dépose le document avant. Du coup, les films sont forcés dans le domaine public. Or, la fille de Maya Deren, qui est aussi la fille du compositeur de musique, elle se bat pour contrôler un peu la distribution et pour vivre avec les recettes et pour préserver les films. Donc, voilà, je voulais apprendre plus sur les droits, sur le copyright et sur les manœuvres que les ayants droit peuvent faire sur les frontières entre l'égalité de fair use et tout ça. Et, par rapport à votre catalogue de revoir? Par rapport au contrat, parce que c'est moi qui signe les contrats, par rapport aux bibliothèques et universités qui doivent payer une prime pour montrer les films en public, par rapport à toutes sortes de questions qui sont quotidiennes maintenant sur le droit, sur le copyright, sur l'utilisation des films, sur le piratage, sur les différents prix qu'on pratique, parce qu'un même DVD peut avoir 5 prix différents. C'est assez compliqué. Donc, je voulais me faire un petit cours en droit pour bien être calé sur ces questions-là. Dans tous les pays, c'est différent, c'est super intéressant. J'ai appris beaucoup et en fait, c'est passionnant finalement parce que c'est basé sur la philosophie, sur le politique, sur le pratique et sur les cours, sur les juges qui décident oui ou non. Et aux États-Unis, en fait, les choses basculent. Il y a un juge qui dit une chose et un autre juge qui dit le contraire et la loi change. C'est super intéressant. Et pour conclure, quel est le dernier grand film que vous avez vu? En expérimental? En tout. En tout. J'ai beaucoup aimé le film sur Dune de Jodorowsky. Vous connaissez? Le documentaire Le documentaire Dune de Jodorowsky, parce que ça montre la passion du réalisateur, ça montre la difficulté de faire un film, ça montre toutes les étapes de travail nécessaires, ça montre le pouvoir des studios et ça montre la frustration. Parce que le film n'a pas été fait. Jamais fait. Par lui en tout cas. Et tout était parfait. Le storyboard, le budget, le casting, c'était génial comme projet et c'était faisable. Il manquait peu. Et finalement, parce que les producteurs hollywoodiens ne sont pas des artistes et sont que des banquiers,
Il faisait pas confiance et ça s'est jamais fait. Non, ce film, j'essaie de le montrer chaque année aux étudiants parce que je pense que c'est très inspirant et c'est un bon cours sur quelque chose, sur la faillite, mais c'est un bon cours sur Et qu'est-ce que c'est peut-être que ça. comme vous, il était en avance sur son temps. Oui, sûrement. Et comme on a presque le même nom. Presque. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Chodorov, d'avoir participé à ce nouvel épisode de Négatif. Merci à vous. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co, avec des articles pour approfondir le travail de l'invité. N'hésitez pas à nous suivre sur iTunes, Spotify ou YouTube, et à vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.